58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. C'est la suite non pas de l'émission santé, mais nous allons prendre aussi un petit peu la santé de la ville de Coutras. À mes côtés, Patrick Mercier, qui est le premier adjoint de la ville de Coutras. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Et puis, je crois bien, vous êtes aussi chargé des finances. C'est ça, oui. Entre autres, oui. Lourde tâche. C'est notre ami Alain Jambon. Je parle de lui comme un ami, puisque je le connais depuis fort longtemps. Il est avec nous ici à la radio. Et il vous a laissé cette lourde tâche que sont les finances. C'est le cœur, c'est le poumon de la commune. C'est vrai, mais d'un autre côté, il m'a laissé aussi une maison en bonne santé. Ah, voilà. S'il n'a pas entendu, je vous promets, on lui fera passer le message. D'accord. Donc, on va essayer. Vous avez présenté le budget au sein du conseil. Alors, on a présenté ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire. Donc ce rapport d'orientation budgétaire, il vise à présenter d'une part la situation économique globale dans laquelle on se trouve, la situation de la ville, et puis un petit peu le bilan de l'année qui s'est écoulée, donc de 2020, et puis les orientations pour l'année 2021, en sachant que le budget primitif, ce qu'on appelle le budget primitif réel, sera voté, lui, le 15 avril. Oui, il y a une date butoir. Voilà, c'est la date butoir, effectivement, le 15 avril. Il était question qu'elle soit reportée, mais bon, pour nous, ce sera le 15 avril, effectivement. Bon, tout est prêt. Tout est presque prêt. Presque prêt. Presque prêt. Nous sommes prêts. C'est l'État qui n'est pas tout à fait prêt. C'est-à-dire c'est-à-dire que sur les bases de fiscalité, l'État nous doit encore des informations dont nous ne disposerons que le 31 mars. Ah oui, il vous restera donc 15 jours. Donc on a préparé, bien entendu, tout ce que nous pouvions préparer, mais il reste cette petite absence d'éléments en provenance de l'État. Alors, on peut dire qu'à Coutras, la situation est stable. La situation est stable et saine, oui. Oui, on peut dire ça. Je dirais, elle est même quelque part en amélioration, notamment sur le plan de l'endettement. Puisque... Alors, ça baisse de combien? Vous avez un pourcentage ou peut-être pas, mais... Alors oui, puisque on raisonne en termes de capacité de désendettement, pardon. C'est-à-dire si tous nos excédents étaient utilisés pour apurer tous nos prêts, combien de temps il nous faudrait pour les apurer? Eh bien, en 2014, cette capacité de désendettement, c'était de 20 ans. 19,9 exactement. En 2014. C'est-à-dire au début du premier mandat de Jérôme Cosnard. Et en 2020, c'est de 4,8 années. Oui, on est passé de 20 ans à 4,8 années. Et les recommandations gouvernementales sont de ne pas dépasser 12 ans. Oh bah dites donc, voilà. Vous êtes dans le peloton de tête. Alors, on est dans le peloton de tête. On est dans une bonne situation, effectivement, parce qu'on a été très, très précautionneux sur la gestion, en particulier au niveau des emprunts. On est resté 4 années sans emprunt, parce qu'on a maîtrisé nos dépenses et parce que nos services financiers ont beaucoup travaillé pour aller chercher des subventions. Et donc, beaucoup de nos projets ont été financés grâce à des subventions, une grosse partie des projets. Donc, en 2014, les remboursements s'étalaient sur 20 ans. Et là, en 2021, 7 ans... 4,8. Je me suis trompé. En 2020, au 1er janvier 2021. 4,8. Voilà. Pas tout à fait 5 ans. Oui, c'est ça. C'est 3 fois moins, quoi. Voilà, c'est 4 fois moins. Est-ce que ça s'est déjà produit ici à Coutras? Écoutez, dans les annales je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais c'est un gros effort, effectivement. Bon, la situation en 2014 était très dégradée. Tout en maintenant des projets, des réalisations. Absolument. Oui. Mais c'est par l'effet on a développé au sein de la mairie de Coutras une capacité à aller chercher des subventions. Donc, ce qui fait que maintenant, tous nos projets sont financés
Alors, au minimum à 50%, mais par exemple, le bras de contournement de la drone, qui est un gros projet, est financé à 77% grâce aux subventions. Ce qui veut dire qu'on économise les deniers des coups de crayon. Il y a un travail qui ne se faisait peut-être pas autrefois. Eh ben, en tout cas, sans vouloir critiquer, oui, sans chercher à critiquer, en tout cas, on a développé une véritable expertise pour aller chercher ces subventions. Et autre difficulté quand même, l'État aujourd'hui, bon, on le sait, c'est des engagés vis-à-vis des communes, et parfois, c'est l'inconnu. Oui, ben c'est justement ce que je vous disais, qu'il nous manque certains éléments sur nos bases de fiscalité, ce qui ne nous permet pas de savoir exactement combien vont être nos recettes fiscales. Hein. Et puis, c'est clair qu'il faut que nous prenions à notre charge directement un certain nombre d'actions qui autrefois étaient prises en charge par l'État. C'est pour ça, par exemple, que nous renforçons notre police municipale, parce que si on veut effectivement que les tâches de sécurité soient bien assurées, il faut qu'on en prenne une partie plus importante à notre charge qu'autrefois. Souvent, au moment du budget, les habitants de la commune sont inquiets par rapport au taux des taxes qui vont être votées. Alors, ici à Coutras, comment ça se présente? Alors, comment ça se présente? Eh bien, a priori, nous n'avons pas prévu de modifier les taux sous réserve des informations que nous attendons en provenance de l'État. Mais notre position, c'est on ne touche pas, à condition qu'on soit effectivement sur une base suffisamment stable pour assurer nos dépenses. Bon, vous êtes optimiste, Patrick Mercier. Oui, oui, je suis optimiste par nature, effectivement. Mais il faut savoir que le désengagement de l'État risque de se traduire par un manque à percevoir de l'ordre de 200 000 €. C'est pas exactement rien. C'est vrai que la population, elle attend ce moment-là. Hein. Souvent, c'est ce qu'on regarde en premier. Quoi. Oui, alors, est-ce qu'on va être augmenté au niveau de nos impôts, quoi, hein. Alors, c'est vrai. Ceci étant, et c'est un peu une base du problème, hein, vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée pour presque tout le monde et bientôt pour... Et là, c'est compensé, pardon. Ah ben voilà, c'est là le nœud du problème, c'est que effectivement au début, donc l'État a présenté la taxe d'habitation comme étant un impôt injuste. Hein, donc suppression de cet impôt injuste. Et l'État s'est engagé à compenser à l'euro près. Mais d'après les calculs que nous avons faits et qui seront certainement confirmés, cette compensation, elle sera faite moins 200 000 €. Moins de 100 000 Moins 200 000. À moins 200 000, oui, d'accord. Voilà. On va avoir un manque à percevoir de 200 000 € dans la compensation de la taxe d'habitation. Et là, vous avez songé comment vous allez remplacer ça, ou alors vous allez diminuer écoutez, on va... Alors, certaines... nous avons également lancé un plan d'économie, c'est-à-dire qu'on regarde sur tous les domaines d'activité de la municipalité, sauf... sur le personnel, parce que là, on peut pas toucher à la masse salariale, mais sur tout le reste, on est en train de lancer un plan d'économie pour voir comment on peut économiser sur toutes nos dépenses. Vous avez... Non pas en supprimant des services, hein, mais en rationalisant nos dépenses. Vous annoncez que la dotation globale de fonctionnement est de 1 million de francs de l'État? Oui, c'est ça. Ça, c'est la dotation globale de fonctionnement. Bon, l'année dernière, elle était de 1 11 000 € de mémoire. Bon, il y a une très petite différence. Alors, parce que là encore, l'État se base sur une diminution de notre population qui ne correspond pas à la réalité. Mais on n'a pas de possibilité de faire rectifier ça. Et la dotation de péréquation? Voilà, c'est bon. Ça, c'est à peu près stable. Hein. D'une manière générale... 1 65 000. Voilà. D'une manière générale, les dotations... C'est un terme, pardon, Patrick. Oui. Je pense que tout le monde n'aura pas compris obligatoirement. Eh bien non, c'est effectivement les dotations. Donc la dotation globale de fonctionnement, c'est attribuée à toutes les communes. La péréquation, c'est quelque part pour compenser la faiblesse du potentiel fiscal de villes comme Coutras. C'est-à-dire que notre population à Coutras a un niveau de vie qui est ce qu'il est et qui est généralement inférieur à la moyenne nationale ou à la moyenne du département. Et donc,
on a un produit fiscal qui est plus faible que la moyenne du département ou la moyenne nationale. Et donc, ce fonds de péréquation permet de compenser en partie ça. D'accord. Et alors, fonds de péréquation de la CALI, et attribution de compensation, c'est la CALI qui vous verse 1 030 000 €. Voilà. Tout à fait. C'est en augmentation, en diminution? C'est tout à fait stable. D'une manière générale, hein, ces dotations et ces fonds sont stables pour ce qui nous concerne. Là, on n'a pas d'incertitude. C'est l'avantage d'être regroupé au sein d'un syndicat intercommunal? Ce n'est pas un avantage déterminant, puisque effectivement, par ailleurs, il y a des coûts qui sont associés à cette appartenance. Hein, mais ça fait partie de l'intercommunalité. Bon, aujourd'hui, c'est une réalité. Bon, c'est bien. C'est bien, Coutras fonctionne dans le bon sens. Allez, entre nous, qu'est-ce que dit l'opposition de tout ça? Écoutez, au dernier conseil municipal, il n'y a pas eu de critique émise sur la gestion économique et financière de la commune. Il y a eu une inquiétude manifestée sur l'endettement, mais c'est presque un procès d'intention puisqu'elle se base sur nos projets. On a effectivement des projets d'investissement qui sont importants, donc on peut dire il y a une inquiétude, comment on va les financer? Voilà. Alors, nous allons, non pas, là je vois une tête de chapitre, la situation économique de la ville et de ses habitants. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et on pourrait quand même le dire aussi que le revenu moyen par habitant de la CALI est de 12 471 €, alors qu'il est de 14 768 € au niveau national. Donc on est sensiblement... Et quand vous parlez du revenu moyen par habitant, ça me semble très élevé, moi, 12 471 €. Oui, mais c'est pas tant que ça. Si vous regardez au niveau national, on est à 14 700, si je me souviens bien. Effectivement, non, c'est pas si élevé que ça. Et si vous voulez, dans la CALI, on n'est pas les mieux placés non plus. Il se trouve que ce sont les statistiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est ce montant-là qui, effectivement, ouvre l'accès au fonds de péréquation dont nous parlions tout à l'heure, qui vise à rééquilibrer. Bon, vous avez, je me souviens, Jérôme Cosnard, monsieur le maire de Coutras, nous en avez parlé ici à l'antenne de CLC Média. Vous êtes entré dans le dispositif Petite Ville de demain. Oui. Et ça, c'est très bénéfique pour la ville de Coutras. Alors, c'est très bénéfique. Donc, il faut savoir que ce dispositif est fait pour les communes de moins de 20 000 habitants qui ont un caractère relatif de centralité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de communes qui gravitent autour, mais qui ont une situation de fragilité. Donc, c'est effectivement pour compenser cette situation de fragilité que nous avons accès à ce dispositif Petite Ville de demain qui vise en particulier à nous permettre de renforcer notre centre-ville, de renforcer l'activité commerciale au sein du centre-ville. Il faut savoir qu'en 2015 a été conclu aussi au bénéfice de Coutras un contrat de ville avec l'existence dans ce contrat de ville d'un quartier prioritaire. Quartier prioritaire, ça montre bien que les habitants sont considérés comme prioritaires parce qu'ils sont plutôt défavorisés. Donc c'est ce qui nous donne accès à au contrat de ville d'une part et deuxièmement au dispositif Petite Ville de demain pour nous permettre effectivement de renforcer l'attractivité de notre centre-ville et ce qui va forcément permettre de déboucher sur davantage d'emplois et d'économies. Alors on va parler, avant de faire une petite pause, de sujets très importants, les recettes de fonctionnement et les charges de fonctionnement. Oui. Alors celle-ci, est-ce qu'elle varie par rapport à 2020, qui a été quand même une année très 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 particulière? Je pense qu'aussi 2021, on est sur les traces de 2020. Alors 2021, effectivement, il y a une incertitude sur ce qui va se passer, bien entendu. 2020 donc, est marqué par une baisse de nos charges de fonctionnement parce qu'il y a un certain nombre
d'activités qu'on n'a pas pu tenir, des activités festives par exemple. Je pense qu'on a supprimé 2 feux d'artifice sur les 4 qu'on tient habituellement. Donc effectivement, on a dépensé un peu moins d'argent. D'un autre côté, on a eu moins de recettes parce que les services payants que nous assurons, comme l'école de musique, la cantine, etc., eh ben, on n'a pas eu les recettes correspondantes. Quand on assure un spectacle, il y a des recettes aussi parce que certains spectacles sont payants. Donc nous avons perdu ces recettes-là. Bon, les deux s'équilibrent grosso modo, donc ça n'a pas affecté notre résultat, mais c'est vrai que nous avons perdu en recettes et en dépenses, heureusement. Bon, sur 2020, il n'y a pas autre chose au niveau des recettes de fonctionnement, ça se cantonne uniquement qu'à ça. L'évolution, en tout cas, se cantonne à ça. Hein. Ce qu'il faut savoir, effectivement, hein, c'est que si on regarde un petit peu ce qui est comparable, c'est le total des recettes de fonctionnement. À Coutras, c'est 1050 € par habitant. Alors, ça comprend la fiscalité, ça comprend les dotations et ça comprend les recettes des services. Hein. À Coutras, c'est 1050 € par habitant et par an. Et dans le département, pour les villes comparables, c'est plus de 1200 €. Là encore, voilà. Vous êtes bien placé. Les recettes, non, on n'est pas très bien placé. Hein. Et les dépenses, elles sont à l'avenant. Autant pour moi. Hein. Les dépenses, elles sont à l'avenant, mais c'est normal. Si on n'a pas de recettes, on ne dépense pas plus que ce qu'on touche. Hein. Donc nos dépenses de fonctionnement, hein, c'est environ 900 € par habitant pour Coutras. Et 1010 € par habitant au niveau du département. C'est la petite erreur parce que j'étais déjà en train de lire les chartes de fonctionnement. Voilà, hein, mais donc c'est ça, hein, on a des recettes, mais encore une fois, hein, Coutras est comme ça, et puis nous, on est fiers de Coutras et on fait en sorte de faire le mieux possible avec ce qu'on a. On ne va pas se plaindre. Que les gens ne soient pas assez riches à Coutras. Les gens sont comme ils sont. Je voudrais qu'on rappelle quelque chose quand même, parce que bon, moi, je ne suis pas natif de la région, mais enfin, je suis ici depuis 35 ans. On ne s'imagine pas très bien que Coutras, c'est la 2e ville du Libournais. Oui, c'est la 2e. Hein, oui, bien sûr. Oui. On s'imagine mal. C'est vrai, oui. C'est la 2e ville par le nombre d'habitants déjà, hein, ouais. et par l'activité économique, alors qu'on essaye naturellement de développer le mieux possible, et par l'attractivité qu'elle exerce sur son environnement. Certaines études qui ont été faites au niveau du commerce montrent qu'on s'adresse à un bassin de vie qui peut aller jusqu'à 50 000 personnes. Vous voyez, Coutras, c'est un peu moins de 9000 habitants. On a l'habitude de considérer le premier bassin de ville de l'ordre de 25 000 personnes, mais en fait, il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin pour aller dans nos commerces, pour participer à certaines activités festives ou culturelles. Eh bien, nous allons faire notre première pause, Patrick Mercier. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Très bien. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Tiens, j'entends la voix de Jean-Paul Aymar que vous allez retrouver le vendredi soir dans très peu de temps avec une émission un petit peu transformée. Mais je ne vous en dis pas davantage. À mes côtés dans cette émission 58 minutes, Patrick Mercier, qui est le premier adjoint de la ville de Coutras, chargé des finances. Oui. C'est un fardeau ou Non, c'est pas un fardeau parce qu'il y a une équipe très, très pertinente, très performante, donc les agents de la commune, qui travaillent très bien et qui font très bien leur boulot. Donc c'est agréable de travailler avec eux. Est-ce qu'on peut savoir combien vous êtes en tout ? L'équipe des finances comprend 4 personnes. D'accord. Sans me compter. Hein, D'accord, oui. Plus vous, ça voilà, fait 5 personnes. D'accord. Oui. Alors, on repart un tout petit peu dans la capacité d'autofinancement net. Hein. Oui. Et là, il y a encore quelques chiffres. Et oui. Je vous laisse les annoncer. Alors, la capacité d'autofinancement, qu'est-ce que c'est finalement ? D'une part, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Donc, on a dépensé moins que ce que nous avions comme recettes, heureusement. Hein. Et de ce résultat, on déduit le remboursement des emprunts, hein, les charges de remboursement.
Donc, une fois qu'on a fait cette opération-là, cette capacité d'autofinancement, elle s'établit à 765 000 euros. Et en fait, à quoi ça sert? Alors, elle est en progrès de 120 000 euros à peu près par rapport à l'année dernière. Donc, à quoi ça sert finalement cette capacité d'autofinancement net? C'est ce qui nous permet de procéder aux investissements. Donc, c'est la partie d'autofinancement pour nos investissements, donc, auxquels vont s'ajouter naturellement les fonds qu'on va prélever sur les recettes de fonctionnement et les subventions qu'on va aller chercher. Donc c'est ça, si vous voulez, il s'agit d'avoir un excédent de fonctionnement. Il faut que cet excédent soit supérieur à nos charges de remboursement d'emprunt. Et ce qui reste, ça devient la capacité d'autofinancement. Je veux une petite parenthèse, oui. Patrick Mercier, en vous écoutant parler. Un élu, un maire, un premier adjoint, qui vient d'être élu, qui n'a pas trop l'habitude de ses budgets, comment fait-il ? Ça demande un peu d'adaptation, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est incroyable. Oui. Pour moi, moi qui suis chef d'entreprise. Oui. C'est différent, oui. Je suis aussi chef d'entreprise, donc je vois bien la différence. C'est clair que dans cet équilibre, il y a le budget de fonctionnement. Il y a deux budgets, en fait. Il y a le budget de fonctionnement, c'est toutes les charges courantes, et il y a le budget d'investissement. Et en fait, le budget de fonctionnement, lui, il comptabilise d'une part les recettes, toutes les recettes qu'on peut percevoir, presque toutes les recettes, disons, et les charges courantes de la mairie. Et de l'excédent qui résulte de ce premier budget, on va alimenter le budget d'investissement, qui va avoir sa propre logique. C'est une mécanique, effectivement, qui demande un petit peu d'adaptation. C'est un nom, du reste, c'est une comptabilité, c'est un nom. C'est le double budget, investissement et fonctionnement. Alors, on va parler un petit peu des charges maintenant. Oui. Les charges de personnel, c'est important dans une commune. Oui, les charges de personnel, c'est important puisque pour nous, c'est 60%. Et c'est la partie qui n'est pas réductible. On peut, évidemment, si on diminuait le personnel, on pourrait baisser les charges, mais ça n'est pas particulièrement simple de diminuer le personnel et ça n'est pas un objectif. D'accord. Bon, les impôts et taxes. Oui. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça représente quoi? Tout à fait. Alors, ça, c'est par rapport à nos recettes. Les impôts et les taxes, c'est 62% de nos recettes de fonctionnement. Donc, d'un côté, les charges de personnel, 60% donc des dépenses de fonctionnement. Et de l'autre côté, les impôts et taxes, 62% des recettes, en sachant que on a également, tout à l'heure, on parlait des dotations, dotations, fonds de péréquation, etc., qui représentent 28% des recettes. Le reste, ce sont les services payants, qui font 7% des recettes. Bien. Alors, maintenant, on va passer aux principales dépenses d'investissement qui étaient donc en 2020. Tout à fait. Puisqu'on parle aussi de 2020. Oui. Donc en 2020, on a deux gros projets qui ont consommé la plupart de nos fonds d'investissement, donc, qui sont d'une part le bras de contournement de la rivière. Qui va être terminé dans quelques temps. Qui doit être terminé au mois de mai si rien ne vient perturber la fin du chantier, qui pour l'instant se déroule à peu près comme prévu. Il n'y a pas de retard anticipé. Donc, ce projet, à l'origine, aurait dû se terminer en 2020 et en commençant au début de l'année 2020. Sauf que à ce moment-là, la météo a été extrêmement défavorable et donc il a été décidé de reporter le début de ce chantier en septembre 2020. Donc il va se terminer de ce fait en mai 2021 et les investissements correspondants vont s'étaler sur 2020 et 2021, bien entendu. Le deuxième gros chantier, c'est la Maison des Arts et de la Création, donc qui est dans l'ancienne gendarmerie rue Victor Hugo, donc à quelques pas d'ici. Et puis après, on a un certain nombre de projets qui sont récurrents. La rénovation de l'éclairage public, on ne va pas faire tout d'un coup, donc on en fait un petit peu tous les ans. Il a fallu acheter du mobilier, du matériel informatique, que ce soit pour les écoles ou pour les services de la mairie. Et puis il y a un certain nombre de frais d'études qui ont été engagés. Par exemple,
pour le réaménagement des départementales, la D17 et la D674. La D17, c'est la rue Robert-Boulin qui vient d'Abzac, et la D674, c'est celle qui vient de La Roche-Chalais. Et puis il y a un complément aussi au niveau des caméras de protection. On a acheté quelques terrains et on a acheté aussi des véhicules pour les services techniques, ce qui était nécessaire. Bien, alors les recettes d'investissement proviennent de l'autofinancement. Voilà, c'est l'autofinancement auquel s'ajoutent les subventions que nous avons obtenues, parce que nous n'avons réalisé aucun emprunt, et en fait aucun emprunt depuis 2017. Ce qui a permis effectivement de procéder à ce désendettement faut bien le répéter, dont nous parlions tout à l'heure. Aucun emprunt depuis de 2017. La commune depuis 2017. Oui, alors ceci étant, ça n'est pas une politique de ne pas faire d'emprunt, de ne jamais faire d'emprunt. Parce qu'effectivement, c'est comme une entreprise. Si on veut faire des choses, il faut investir. Bien et sûr. donc, pour investir, il y a des moments où il faut procéder à des emprunts. Mais toujours dans l'optique de redresser les finances qui étaient catastrophiques en 2014, je dirais, on a fait en sorte de limiter au maximum les emprunts. Donc, jusqu'en 2020, nous n'avons pas fait d'emprunt du tout. De 2017 à 2020. Voilà. Ce qui a permis ce désendettement de la municipalité. Bon, moi qui ai un petit passé dans la presse écrite aussi, j'ai assisté à des réunions de conseils municipaux et souvent on reproche où les communes avaient recours à l'emprunt, mais d'une manière catastrophique, quoi. Oui, alors je dirais malheureusement nous subissons encore le contre-coup de décisions d'emprunt qui ont été impertinentes, mauvaises. Puisque en 2010 de mémoire, il y a un emprunt qui a été renégocié dans des conditions effectivement assez mauvaises et qui ont toujours des conséquences à ce jour. Oui. Donc on fait très attention sur les emprunts. Et c'est vrai que quelque part, c'est pas toujours facile pour une municipalité, si elle est mal conseillée, de bien choisir ses emprunts. Et puis surtout, la difficulté, ça a été à l'époque, il y avait des emprunts toxiques, souvenez-vous, il y a eu des difficultés à ce moment-là, des choses qui paraissaient séduisantes, mais qui en réalité étaient dangereuses. Donc il en résulte une dette par habitant qui a baissé. Voilà, elle a baissé, puisque 2015, elle était à 1118, quelque chose comme ça. Elle est descendue à 755 € par habitant en 2020. Bel exploit. C'est satisfaisant, satisfaisant, effectivement. Donc, si vous voulez, c'est la combinaison d'une dette qui est baissée et d'un autofinancement qui a augmenté qui nous permet cette capacité de désendettement dont nous parlions tout à l'heure. Bon, le capital restant dû au 1er janvier Le capital restant dû, c'est 2021. 6,6 millions. Donc, en baisse de 600 000 € depuis l'année d'avant, oui, on rembourse nos emprunts. Donc, le capital restant dû baisse puisqu'on n'a pas consenti de nouvel emprunt. Bon, alors on va parler maintenant des orientations budgétaires de l'année 2021 et en particulier des projets que vous avez pour 2021. Oui, absolument. Alors là, je vous laisse, parce que... D'accord. Donc, en ce qui concerne... on va rester dans la logique du budget, c'est-à-dire le fonctionnement et l'investissement. Donc... on est dans une optique où on risque d'avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, une diminution du produit fiscal de l'ordre de 200 000 €, compte tenu de la non-compensation du remplacement de la taxe d'habitation par l'État, enfin la non-compensation à hauteur annoncée. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, dans les charges, ce qu'on a prévu dans les dépenses de fonctionnement, c'est on va mettre un accent sur tout ce qui concerne les travaux d'entretien de la voirie et des réseaux. Il y a un réel besoin, donc on va effectivement consacrer davantage d'argent, davantage d'énergie sur les réseaux. On va essayer de rétablir un certain nombre de manifestations qui ont été annulées en 2020. Je parlais tout à l'heure des feux d'artifice. On avait annulé 2 feux d'artifice sur 4. On se met en tout cas en situation de tenir toutes les manifestations festives que Coutras tient habituellement.
L'année dernière, on a été parmi les seuls à le faire dans notre contrée. Là, on fera le maximum pour tenir toutes les manifestations qui sont prévues. Par ailleurs, on va avoir la charge des élections régionales et départementales, parce que c'est l'État qui décide qu'il va y avoir des élections, mais ce sont les municipalités qui en supportent les coûts. Hein, vous n'avez pas d'aide de l'État pour ça. Hein, il faut le savoir. Oui, c'est bien de le souligner. Oui, ça fait partie des éléments. On a commencé, on va continuer à renforcer les effectifs de la police municipale. Hein, au moment de la campagne électorale... Jérôme Cosnard l'avait dit ici à ce micro, monsieur le maire de Coutras. Et les Coutrillons avaient exprimé que c'était une de leurs priorités. Donc, dans ce sens-là, on tient nos promesses, effectivement. Donc, ça va se... Alors, oui, il y a quelque chose aussi qui nous pénalise, c'est ce qu'on appelle les pénalités de la loi SRU. Donc la loi SRU, c'est cette loi qui nous oblige à construire un certain nombre, un certain quota, 25% de logements dits sociaux, ou de logements à loyer modéré, si on préfère cette expression. Et comme on n'a pas ce nombre, mais que nous, on fait tout pour y arriver, on est soumis à une pénalité. Cette pénalité, elle passe de 30 000 € en 2020 à 90 000 en 2021. 3 fois plus. Voilà. Alors c'est l'État qui empoche. Oui, c'est l'État qui empoche. Pourquoi votre difficulté à augmenter ces logements sociaux ? Parce que, si vous voulez, nous, on n'a pas les moyens de produire, de construire des logements sociaux. Donc, il faut que des terrains se libèrent. Il faut que des organismes comme Gironde Habitat ou Claircienne, qui sont les bailleurs sociaux du département généralement, fassent leur travail. Ça se fait pas simplement en claquant des doigts, si vous voulez. Je crois que cette année, on va arriver à une centaine de logements sociaux à loyer modéré produits. Coutras ? Oui. Hein, mais cette année 2021 ou 2020 ? Oui. 2021. Hein, qui sont en chantier, qui vont Et 90 000 € de pénalité, ça représente combien de loyers sociaux ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas fait le calcul. Mais oui, effectivement. Franchement, ça paraît aberrant. Voilà. Si vous voulez, 90 000 € de pénalité, cet argent pourrait beaucoup plus vous servir à construire des logements sociaux. Évidemment. Oui, mais c'est de l'ordre de 1 ou 2, effectivement. Non, ce qui nous met un peu en rage, c'est qu'il y a des communes comme la ville de Cannes, par exemple, qui, elle, est une ville riche. Que je connais très bien. Qui choisit de ne pas faire de logements sociaux parce qu'elle veut garder son standing. Donc, elle, c'est un choix. Donc, elle a une pénalité. Tandis que nous, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, mais on est quand même pénalisé. Vous voyez, ça c'est. Mais bref, toujours est-il qu'on n'a pas le choix, quoi. Et puis on est obligé aussi de maintenir les dépenses liées à la crise sanitaire. Il faut qu'on fournisse des masques aux enseignants, par exemple, au personnel de la municipalité qui est en contact avec le public. Donc on a un certain nombre de dépenses. Donc nos dépenses vont être un peu supérieures à celles de l'année dernière. Donc on a compté environ 9 300 000 € par rapport à 9 millions environ. On va parler en chiffres ronds. Donc ça, c'est lié au fait que comme les dépenses de fonctionnement de l'année 2020 ont baissé pour les raisons que je vous ai soulignées tout à l'heure, comme on a cette pénalité SRU, etc., on a des dépenses qui, naturellement, sont un peu plus importantes que l'année dernière, mais celles de l'année dernière étaient inférieures aux prévisions, puisque, encore une fois, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Rappelons bien quand même qu'il y a un renforcement des effectifs de la police municipale et que le montant de l'enveloppe budgétaire dédiée aux subventions, ici pour la commune, est maintenu. Oui, alors on va effectivement, pour ce qui concerne les subventions aux associations, on a pris le parti, je dirais, de maintenir l'enveloppe globale, tout en étant plus attentif sur la situation réelle de chaque association. Donc le constat qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, c'est que la situation de trésorerie des associations est plutôt meilleure que l'année dernière. Donc, a priori, elles ont moins besoin de subventions, mais nous, on garde l'enveloppe globale parce qu'on pense que certaines associations risquent de se trouver en difficulté. Et donc, on sera plus sélectif, certainement par rapport aux subventions qu'on attribuera à telle ou telle association,
pour pouvoir soutenir celles qui seraient en difficulté. D'accord. Voilà. Continuez, cher ami Patrick Mercier. Ah, donc ça, c'est un petit peu la partie fonctionnement, hein, si vous voulez. Bien entendu, il n'est pas Alors, question... on passe à la partie investissement. Voilà. On va passer à la partie investissement. Donc, bon, les recettes d'investissement, alors c'est quelque chose aussi de technique, de comptable quelque part, hein, parce que on a la taxe d'aménagement. Quand un commerce se construit, une maison se construit, il y a une taxe d'aménagement qui va vers la commune. On récupère une partie de la TVA. On va vendre des terrains aussi. On a des amortissements. Et puis surtout, on a je l'ai appelé tout à l'heure, l'excédent de fonctionnement, voilà, hein, on a l'excédent de la section de fonctionnement qui va nous alimenter, qui va représenter quelque chose comme 600 000 €. Et puis on a aussi les subventions, donc on a les subventions qui concernent les projets qui sont en train de se terminer, qui sont déjà acquises, comme le bras de contournement dont je parlais tout à l'heure, hein, il y a quand même encore près d'1 million de subventions à recueillir, et puis les subventions qu'on va aller chercher pour tous nos projets. Donc voilà, hein, ça c'est tout ce qui concerne les recettes d'investissement. On va faire une toute petite pause parce que je sens le cramer là. D'accord. C'est vrai que ça... Et oui. Hein? Pour ceux et celles qui nous écoutent, un petit peu de musique. CLC Média, la web radio de Coutras. Les dernières minutes de 58 minutes, Patrick Mercier, premier adjoint de la ville de Coutras et chargé des finances. Nous allons terminer avec les projets que Coutras souhaite réaliser peut-être dans l'année 2021, peut-être à déborder un peu en 2022 ou pas? Non. Oui, bien sûr, parce que les projets, ça se déroule rarement en quelques mois, donc il y a des choses qu'il faut commencer en 2021 pour que ça aboutisse plus tard. Hein, et on va avoir aussi des éléments qui ont commencé avant et qui vont s'achever maintenant. Alors le plus important projet, c'est cette fin des travaux de la rivière de contournement. Tout à fait. Hein, alors ça, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est prévu au mois de mai. Hein, cette fin est prévue au mois de mai. On espère que ça va se tenir, ça devrait. Il y a quand même un budget d'investissement de 1 350 000 sur la fin de ces travaux. Hein. Le total, c'est un peu plus de 2 millions sur le C'est la plus grosse opération, ça, pour la ville. Ah oui, c'est la plus grosse opération du moment, mais dans les années futures, on va avoir des opérations de même importance, voire un peu plus. D'accord. Hein? C'est quoi? Justement. Je plaisante. Non, mais les projets, c'est quelque part ce qui va permettre à Coutras de changer. Coutras bouge, comme on dit. Hein, oui. Donc, c'est ce qui va permettre à Coutras de changer. Et en particulier, donc, dans les investissements de l'année 2021, on va avoir les frais d'études relatifs à la rénovation du marché couvert. Là aussi, c'est un très gros projet, très important pour la ville. Rien que ces frais d'études, c'est quand même 186 000 €. Vous voyez, ça veut dire il va y avoir un concours d'architectes qui est déjà lancé, dont on aura le résultat au mois de mai-juin. Et puis, à partir de là, on va pouvoir lancer les premières études sur ce marché couvert, et qui, normalement, si tout se passe bien, devrait s'achever en 2023. Mais il faut lancer les études dès maintenant pour arriver à le faire. Dans 2 à 3 ans, quoi. Voilà, c'est de l'ordre de 2 à 3 ans, en effet. On lance aussi des études concernant la rénovation de la patinoire, l'extension de la patinoire avec la construction d'une salle supplémentaire. Et puis, la couverture de la piscine, par exemple. Donc, pour tous ces projets-là, on commence à lancer les études. Donc, ça arrivera un peu plus tard, mais cette année, les études seront lancées. Bon, on a une grosse dépense au niveau des services techniques. Il faut racheter un tractopelle, parce que
Celui qu'on a est fatigué, trop fatigué, ça ne pourra pas aller plus loin. Donc ça fait partie des gros investissements obligatoires quelque part pour entretenir, parce que l'utilité de cet équipement, c'est bien d'entretenir nos routes, nos chemins, nos fossés, etc. C'est un outil indispensable pour une commune aujourd'hui. C'est complètement indispensable. Donc ce qu'on va avoir aussi dans les investissements un peu importants, c'est le matériel informatique et les mobiliers pour les écoles, et puis aussi un peu pour les services, beaucoup pour les écoles. J'en parlais tout à l'heure, on fait toujours un peu de rénovation de l'éclairage public. Alors un point qui est important, c'est les subventions qu'on accorde pour la rénovation des façades. Vous avez pu remarquer dans Coutras, il y a un certain nombre de façades de bâtiments qui ont été rénovées avec des vitrines. Donc c'est un mécanisme, donc on appelle ça avec le terme barbare OPAHRU, c'est de la rénovation urbaine en fait, qui permet d'aider les particuliers ou les commerçants qui veulent rénover leur façade pour donner un meilleur aspect, je dirais, à nos rues. Ça, c'est profitable à l'ensemble de la commune. Ah oui, c'est profitable à l'ensemble de la commune. Et là, on a un budget un peu plus important que l'année dernière parce que les gens commencent à y venir de manière plus importante. La vidéoprotection, c'est un sujet très sensible, puisque on voit aujourd'hui l'efficacité. Absolument. On voit quand même qu'il y a un grand nombre d'enquêtes dont la résolution a été largement aidée grâce à la vidéoprotection. Il n'y a pas très longtemps, je crois bien à Coutras, par rapport à un fait divers. Oui, absolument, tout à fait. Je n'habite pas Coutras, mais ça m'est arrivé jusqu'à chez moi. C'est vrai. Donc on va renforcer un petit peu, petit à petit. Là, on est en train de construire un plan pluriannuel pour voir la logique la plus pertinente possible par rapport à ça. Et puis, on va engager des travaux de voirie un peu plus importants que ce qui a été fait dans les dernières années, parce que le besoin existe. Donc, on a prévu d'engager des travaux de voirie plus importants. Également, des travaux sur le patrimoine communal, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui ont besoin d'être rénovés. On a aussi une partie de travail à faire sur la mairie, dont le soubassement est quand même assez dégradé, donc on ne peut pas laisser la mairie dans un état pas satisfaisant de ce point de vue-là. Et tout ça, plus, ça représente une certaine somme. Ben voilà, ça représente effectivement une certaine somme, mais des beaux projets. Voilà, ce sont des projets et pour le futur. Voilà, notre objectif, c'est de rendre Coutras plus beau, plus attractif, et je dirais qui économiquement et commercialement fonctionne mieux. C'est ça. Voilà. Donc, on va se battre pour ça. Eh bien, merci Patrick Mercier. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose à la fin ? Non, j'ai pas de... Enfin, si vous voulez, si ce n'est que notre objectif à travers ce budget, un budget, c'est quelque part, c'est la traduction économique d'un projet politique. Et bien sûr. Et donc, ce budget qu'on est en train de finaliser et qu'on va défendre, c'est effectivement la traduction des promesses qui ont été faites aux Coutrillons et que les Coutrillons ont validé puisqu'ils nous ont élus. Ils nous ont élus pour ça, donc on va le faire. Merci Patrick Mercier, à très bientôt. Merci Lionel, à bientôt, au plaisir. Sur l'antenne de CLC Média, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter bien sûr sur différents sites. C'est comme ça qu'on peut appeler. Pensez par exemple au bouquet Orange Radio. Il y en a pas mal. Vous mettez sur Internet CLC Média et vous allez trouver plein d'endroits. Donc vous pouvez nous écouter. Vous savez que maintenant, on peut écouter même le téléphone dans le poste radio de sa voiture. Moi, je le fais. On a un son hors pair. Donc sachez en profiter. Voilà, je vous retrouve très vite sur l'antenne de CLC Média. Il ne me reste plus qu'à remercier Gérard Pommier. Vous savez aussi que toutes nos émissions, quasiment toutes, sont enregistrées grâce à lui et que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur YouTube. CLC Web Radio, vous vous abonnez et vous avez toutes les émissions et vous nous voyez en plus. Alors là... Quel modernisme! Jean-Yves était à la technique, merci à lui. À très bientôt, bonne soirée et écoutez CLC.